Bonsoir et merci de votre présence ponctuelle ce soir sur le thème donc de apprendre, avec au cœur de ces verbes apprendre, rendre, prendre, etc. la curiosité, comme je disais là tout à l'heure, comme gourmandise et comme élan. Ce que je veux vous inviter à nouveau à faire, c'est vraiment sentir le verbe apprendre intransitif, comme lorsque je vous invite à le faire aussi pour le verbe dire, le verbe parler, le verbe sentir, le verbe donner, tous ces verbes qui méritent un temps d'incubation lorsqu'ils sont intransitifs. C'est apprendre et pas apprendre quelque chose. Comme je disais, dire et pas dire quelque chose à quelqu'un. Et ça, nous ne le faisons pas suffisamment et je vous invite chaque fois à prendre cette minute précieuse pour laisser le verbe s'installer en nous et dans le corps notamment. En un ou deux mots. Que En un ou deux mots. Dans apprendre. Apprendre, oui, bien sûr. Apprendre et apprendre, oui, oui. Je démarre cette réflexion sur toutes nos gènes pour nous-mêmes, pour nos élèves, pour nos enfants, pour nos voisins. C'est qu'en est-il de cet héritage à propos de l'intelligence, à propos de la mémoire. Je vous rappelle, je reviens à la conférence de l'année dernière, une faculté précieuse de la mémoire, c'est d'oublier. Donc là aussi, avec l'intelligence, nous avons besoin de faire la place pour cette liberté d'oublier, pour ne pas encombrer. Or là, ça dit déjà quelque chose d'un changement radical, c'est que, surtout pour moi qui suis plus âgée et qui était dans une scolarité très classique, apprendre, ça avait à voir avec accumuler, ça avait à voir avec donc des connaissances que j'accumulais, je prenais pour rendre et pour avoir le prix d'excellence, ou avoir la moyenne, ou avoir autre chose. Donc on est bien dans ce côté stocké, accumulé, comme si il y avait quelque chose là d'un bénéfice à être dans ce stockage. Et évidemment aujourd'hui, c'est complètement obsolète, périmé et contre-productif de maintenir cette représentation effectivement d'un grand placard dans lequel nous pourrions entasser. C'est le contraire, bien sûr, de notre forme d'intelligence qui a à être dans la souplesse, dans le désordre. Et donc, pour reprendre un terme que je reprends quasiment, je crois, chaque fois, quel que soit le thème, c'est que nous avons été plutôt dressés à être dans un apprentissage ordonné, et aujourd'hui, nous avons à accepter de faire plus de place pour le désordre. Parce que, je vais redire, c'est au contraire bousculer, mélanger, métisser. C'est l'image dont je parlais, kaléidoscope. C'est notre intelligence va au contraire laisser l'oxygène rentrer et de la couleur, de l'énergie, du plaisir et d'une véritable motivation qui n'est pas celle qu'on nous impose, mais quelque chose d'autre qui vient de l'intérieur, grâce à ce désordre. Est-ce que vous l'entendez? Donc on est loin des modèles qui ont été ceux de nous, je disais, enfants des livres et petits-enfants de l'écriture, avec quelque chose, vous voyez, qui s'imprime, voilà, qui s'imprime, alors qu'aujourd'hui nous voyons bien l'urgence, notamment au moment de postuler, au moment de rédiger, au moment d'avancer sur la route, la richesse de l'opposé, à savoir accepter d'être bousculé, d'être dans du mélange, encore une fois. Ça, c'est la première chose. Évidemment, quand je parle de Petite Poussette de Michel Serres, c'est un livre que vous avez à lire et à relire, parce qu'il fait cet état des lieux sur ce virage que nous avons à accepter pour nous-mêmes et pour les générations qui viennent. Je reprendrai quelques phrases, évidemment, c'est de Michel Serres, qui est vraiment... L'autre personnage, c'est Serge Boimard, dont je parle tout le temps, mais j'ai eu tort de ne pas citer, ni là dans la présentation, ni suffisamment dans les prises de parole, Jean-Luc Aubert, A-U-B-E-R-T, qui a aussi fait des livres qui rejoignent beaucoup ceux de Serge Boimard. Il ne parle pas de ses enfants empêchés et est-ce de penser, il parle lui aussi beaucoup de la frustration et de l'angoisse. Ça, c'est le point commun. Alors que Serge Boimard va parler d'abord, et ça c'est un mot-clé, je vais y revenir évidemment,
sur la frustration, mais de la tension que nous sommes supposés supporter pour arriver à vivre l'expérience, l'aventure de l'apprentissage. Donc, ça, il y a une passerelle avec ma dernière conférence sur patience et impatience, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la vitesse, la précipitation, l'immédiateté, et donc, enfants, j'imagine que nos petits sont moins accompagnés dans cette attente, ce temps privilégié, ce temps de suspension, ce temps vital, crucial, pour faire la place pour le doute, l'hésitation, le vide, le manque, et peut-être aussi quelquefois l'angoisse. L'angoisse est tellement encore ensevelie sous tous les écrans, pour faire court, que les enfants arrivent sans être équipés d'un minimum de potentiel pour supporter la frustration, l'attente, le doute, l'inquiétude. Est-ce que vous l'entendez? Ça, c'est vraiment la chose révolutionnaire, parce que quand je parlais d'échec scolaire, c'est pas une histoire évidemment de potentiel cognitif, ce n'est surtout pas, et j'insiste là-dessus, une histoire de motivation, ça n'a rien à voir, parce que dans ce cas, on va être effectivement dans une autre forme de violence, de vouloir motiver, vous savez tout le mal que j'en pense, où on va vouloir répéter, encore répéter, c'est-à-dire toujours pratiquer la même chose qui ne marche pas, et on ne fait qu'enfoncer ces enfants, ces élèves, quel que soit l'âge évidemment, ce n'est pas le sujet, qui sont déjà en difficulté sans savoir ce qui se passe, et on apporte effectivement le même poison au lieu de s'interroger sur le véritable déficit, ou plutôt l'abondance de conseils, etc., qui vont empêcher l'un et l'autre l'accès à cette dynamique, à cette logique, à cette curiosité dont je parle là, à cet élan. Voilà. Donc si, pour moi, si je ne retenais qu'un seul mot, c'est celui du cadeau enfant, d'être accompagné dans l'expérience de la frustration à propos de n'importe quoi, pour pouvoir ensuite mettre ce potentiel-là de capacité à être dans la tension au service de cet apprentissage. Est-ce que ça vous parle à tous? C'est important. Donc quand je demande à mon enfant de 3 ans de patienter, de supporter aussi, d'attendre un peu, etc., je suis en train de lui faire le cadeau de cet outil que malheureusement on ne loue pas suffisamment, cet outil de relation au monde, de posture dans le monde, qui vise à faire le contraire de l'illusion de l'immédiateté. C'est pas tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça. C'est la place, ou plutôt c'est la permission d'être en suspens. Mais être en suspens, ça veut dire aussi supporter l'angoisse et supporter d'autres expériences délicates. Voilà. Alors, quand je distingue ces 3 concepts, ces 3 logiques, sur lesquelles je vais revenir, désir d'apprendre, c'est illustré pour moi par ce que nous voyons les enfants faire avant d'être empoisonnés par plein d'autres choses, c'est-à-dire cet élan pour découvrir, tester, jouer avec la clé, ouvrir la porte, la fermer, recommencer. Tout ça, nous voyons bien, c'est quelque chose évidemment de naturel, d'archaïque, d'instinctif. C'est ce que j'appelle, d'une conférence à l'autre, la conquête du monde, qui passe par ce mouvement-là. C'est parce que le mot, à ce moment-là, que vous avez à retenir, c'est le désir de maîtriser le monde, de maîtriser moi aussi, dans ma capacité à le gérer, à le traiter, à l'utiliser également, mais aussi maîtriser le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est inné, évidemment, et que, sans doute, je vais faire très court, l'éducation nationale ou bien une autre forme de dressage empêche de se développer encore et encore. Alors bien sûr, il y a des écoles qui visent à cette dynamique-là, avec lesquelles je suis d'accord ou pas d'accord, parce que quelquefois, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment accompagné pour moi d'une autre façon, mais il y a au moins, depuis quelques décennies, une réflexion davantage entendue, davantage accueillie sur ce dont l'enfant a besoin pour rester dans ce désir d'apprendre. S'il est en déficit, le mot toxique, enfin le mot délétère, c'est celui de la motivation,
quand on commence à dire à des professeurs ou des parents, il faudra motiver vos élèves, c'est pire que tout. C'est vraiment une manipulation double fond. Ça veut dire déjà, on reste dans la dépendance, on reste à faire croire aux enfants qu'ils vont devoir faire les choses pour plaire à quelqu'un d'autre, ou pour obtenir des notes qui reviennent aux mêmes, ou pour obtenir n'importe quoi. Et que là, on voit bien quelque chose qui se coupe, qui s'anesthésie, qui s'altère à l'intérieur. Je ne comprends pas sur la motivation avec. Si, tu m'as déjà entendu dire que motiver quelqu'un, c'est le manipuler. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'on attend de lui... Surtout qu'on n'accepte pas... Ouh. J'ai juste envie de te chatouiller le dos. Si je suis... Ta mère, c'est autre chose. Si je suis ton professeur, je peux accepter que tu fasses la grimace, que tu ne veuilles pas travailler, et j'ai aussi un mandat, avec un contrat avec toi, que même si tu n'as pas envie, tu vas le faire. Et que le message paradoxal et le message très sournois, c'est de te faire croire que tu vas le faire avec envie de le faire. Oui, tu as à le faire, et je peux t'imposer effectivement un temps limité. Voilà. Et tu vois la séduction, c'était mon thème effectivement d'hier matin. La séduction, c'est vouloir absolument que les gens fassent les choses en ayant le désir de faire. Mais non. Est-ce que vous m'entendez là? Je ne vois pas opiner du bonnet. Bon. C'est que je peux effectivement grandir en quittant vers 2 ans et demi, ou 2 ans, ou même un peu avant, la croyance que je ne ferai que ce que j'ai envie de faire et que je ne ferai pas ce que je n'ai pas envie de faire. Ça, encore une fois, c'est tordu. Parce que nous avons d'autres raisons de faire les choses, parce que nous avons envie, parce que nous avons un contrat, parce que nous avons... Il y a 1001 façons. Mais notre culture de séduction nous porterait à imaginer, en tant que figure parentale, quelle qu'elle soit, qu'il faudrait donner envie aux enfants de le faire. Je peux communiquer mon enthousiasme et peut-être te faire contacter le tien, mais je n'ai pas le pouvoir de faire une transfusion de motivation. La seule chose, c'est que nous avons tous fait l'expérience qu'il se passe quelque chose de magique quand nous sommes avec des personnes enthousiastes, motivées. Mais elles n'évoquent que leur propre relation à cet objet de curiosité. Et elles n'ont pas, encore une fois, à me le refiler ou à croire qu'elles peuvent le faire. Donc, par exemple, si sur un carnet de notes, il y aurait marqué en commentaire « élève pas motivé », oui. Ça veut juste dire que le prof il parle de lui, mais il parle pas des élèves. Non, il peut parler de sa frustration, de son sentiment d'impuissance, de ne pas être arrivé à faire cette transfusion. Et juste, je peux accepter que mes élèves, quand j'étais prof, c'est ça, ne soient pas motivés, et que je peux juste, moi, me remettre en question sur ma motivation, d'une part à cette matière que je enseigne, et à ma fonction de prof. Mais je peux juste balayer devant ma porte et cultiver quelque chose de ce feu intérieur. Mais tu veux dire que... Je te vois effectivement résister à ça. Non, mais en fait, tout d'un coup, je me dis, toute mon enfance, ils ont mis pas motivé, et ils ont fait directement le lien direct que le résultat était mauvais. C'est-à-dire que... Oui, en plus, c'est une deuxième manipulation. C'est à cause de... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce serait à cause de mon manque de motivation que le résultat est mauvais, et en fait, je me suis fait berner. Mais je suis pas sûre que tu ailles jusqu'au bout. C'est-à-dire que cette manipulation t'a entretenu dans la croyance qu'il fallait que tu sois motivé. Qu'il fallait que tu ne pouvais réussir que si tu étais motivé. C'est ça que je suis en train de te dire. D'une part, on voulait te motiver, alors que c'était vraiment un abus de pouvoir, déjà, une illusion. Et ensuite, deuxième arnaque, on t'a fait croire que pour réussir, il fallait absolument en avoir le désir. D'abord, désir et motivation, c'est pas la même chose. Je peux ne pas avoir le désir de quelque chose, être motivé pour le faire quand même, mais par rapport à un autre projet. Est-ce que vous voyez combien il y a quelque chose qui se réduit, qui se rétracte, qui s'appauvrit chaque fois que nous employons le mot motivation? D'abord parce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, et ensuite parce qu'on y refile beaucoup d'autres formes de volonté d'emprise sur l'autre. En plus, limite, troisième chose, je dirais, c'est que même s'il y avait un résultat, oui. C'est quand même taxé. Il est réduit du fait que la motivation ne soit pas suffisante pour l'interlocuteur. Entends ça comme quelque chose qui t'a enfermé. Par exemple, si c'est moi qui dis je ne suis pas motivée pour quelque chose,
Du coup, là, il n'y a plus un lien de dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, tu peux juste reconnaître, je ne suis pas motivée, puis après c'est toi qui fais le choix de le faire ou pas. Mais Et en plus, ça j'espère peut changer. pas en relation avec la motivation. Tu as un autre critère de choix. Je peux être pas motivée et le faire, et en étant content de le faire. D'accord. Parce Et que ça, c'est tu quoi, veux par Il n'y a, devenir pas que, médecin il n'y a et, pas que le principe de plaisir dans notre, Alors, dans dans notre vie. motivation, il y a le plaisir. C'est énorme. Pas être motivé pour Non, un objectif. pas dans le choix de le faire. Ah, d'accord. Là, dans la valeur que je peux soutenir. Mais ce que je veux dire, c'est que notre vie est tissée de beaucoup de choses. On voyait dans latin, principe de plaisir, principe de réalité, principe d'équité, principe de réciprocité, voilà. Et tout ça nous anime, et que nous ne sommes pas que des bébés de 2 ans qui allons croire que nous allons faire uniquement les choses qui nous font plaisir, et que les autres vont appeler motivation. Elle est là, la manipulation. Mais je peux effectivement avoir une autorité avec un mandat en tant que prof et exiger quelque chose, effectivement, d'une application. Mais je ne suis pas dans la manip à ce moment-là. Je suis dans une autorité. Je ne suis pas dans la séduction. C'est pour ça que je reviens bien à cette tête de chapitre, là, désir d'apprendre. Mais si ce désir n'est pas là, je vais composer avec cette absence de désir. Et ce que je peux souhaiter à cet élève, c'est qu'il ait effectivement une autre porte d'entrée, et c'est ce qu'on va voir effectivement ce soir. Donc dans apprendre, vous voyez bien quelque chose dont je dis depuis le début, que c'est un mouvement, c'est une gourmandise. Et qu'à force d'être gavé, ça va faire comme pour l'alimentation, je risque de ne plus sentir cette gourmandise. Je risque juste d'être écœurée. D'où l'intérêt de ne pas se méprendre sur ce vocabulaire. J'ai vu ça sur la lecture. Oui. Ils lisaient beaucoup en primaire et en 6e, on leur a posé des lectures. C'était Et ça peut être le contraire aussi. Ça peut être. Mais moi, je crois surtout au fait de lire pour les enfants. Oui. Et, voilà. Et que ça, je crois que. Alors, un autre. Alors oui, après, je vais venir sur les diagonales pour le moment. Donc, le deuxième. Alors, besoin de connaître. Alors, tout à l'heure, dans un autre tableau, je vais vous proposer d'écrire connaître en 2 mots. Naître avec, évidemment. Hein, c'est à l'origine, bon, c'est quand même une chose intéressante. Donc, besoin de connaître, c'est-à-dire que quelque chose en nous fait que nous ne sommes pas isolés, comme des cellules comme ça, que dans connaître, je mets bien donc, la nécessité d'être relié. Et apprendre, c'est ça aussi. C'est transformer quelque chose de moi, de mon existence, grâce, effectivement, à ce que j'acquiers, à ce que je vois, à ce que je sens, à ce que j'entends. Je nais en permanence quand j'apprends. Mais connaître, c'est le verbe qui se rapproche de connaissance, évidemment, au sens de cette obligation, enfin de savoir. Voilà. Connaissance me plaît parce qu'on peut l'écrire en 2 mots, alors que le savoir est aussi quelque chose qui va aller du côté de cette pédagogie obsolète qui a à voir avec l'accumulation, quelque chose de pantagruel. Connaissance en 2 mots. Oui. Regarde sur ta connaissance. Co avec. Je nais avec. Naître avec. Naître avec. Co avec. Connaissance. Donc, voilà, on est avec le risque de confondre besoin de connaissance avec besoin ou avec nécessité de savoir. Le savoir, je ne veux pas. Le savoir qui est quelque chose qui serait compact, qui ressemble à un cake. Enfin, le savoir. Où il n'y a pas que. C'est complet. C'est le contenu. Mais c'est surtout quelque chose. Je faisais référence à cette pédagogie où il faut accumuler savoir. Alors que dans connaissance, ça ouvre. Ça veut dire que moi, je suis toujours au centre de ce que j'apprends et je suis capable d'oublier, de faire du tri, de choisir, etc. Mais ce mot besoin, j'aimais bien l'associer à connaître parce que c'est vrai, j'ai besoin de connaître plus que je n'ai besoin de savoir. D'accord ? Parce que le mot savoir, soit substantif, soit verbe, c'est pas le même. Dans savoir, il y a quelque chose de plus dynamique au sens de le verbe. Alors le savoir est quelque chose qui renvoie au cake anglais. Ça renvoie au stockage. Ça renvoie au stockage. À stockage, à bon pudding, c'est le mot que je cherchais. Merci.
Alice. Je vois bien le côté accumulation de savoir, mais vous utilisez un verbe avec le savoir. Et du coup, pour moi, c'est savoir point ou c'est accumuler le savoir. Non, La c'est nécessité le risque que ça- dans notre culture de nous croire quitte dans le verbe apprendre parce que nous avons acquis du savoir. Ce qui est encore avec le verbe avoir et pas le verbe être. Dans connaître, on flirte avec le verbe être, pas avec le savoir. Ok. Vous l'entendez ça? Avoir d'ailleurs. Avoir, savoir, voilà. Connaître, Être. Connaître, être, savoir, avoir. Et puis, donc, le point de départ aussi de cette réflexion, à partir des livres que je vais reprendre, c'est la peur de savoir. Alors, exactement comme nous avons tous, un jour ou l'autre, été étonnés de voir que tout le monde n'a pas la permission de réussir. C'est toujours étonnant, parce que naïvement, pendant quelques décennies, je vous dirai pas combien, j'ai cru que c'était naturel et que si les gens ne réussissaient pas, c'était une histoire de moyens, de temps, de travail. Alors ça, c'était quand même la pire vision que j'avais, que voilà, si on ratait, c'est parce qu'on n'avait pas travaillé. Mais enfin, j'étais pas toute seule à l'avoir trouvé, parce qu'après, je m'en suis vite détachée, parce qu'évidemment, ça n'a quasiment rien à voir. C'est que la permission de réussir ou la permission... ou l'obligation de rater, ça a à voir avec un scénario, des permissions, des interdictions, des injonctions, tout ce que nous brassons dans le concept de scénario. On sait bien que à compétences égales, à QI égal, et à parcours et à carnet de notes égaux, eh bien, les deux élèves vont avoir un résultat différent parce qu'il y en a un qui va être cohérent et loyal par rapport aux messages qui lui ont été donnés, à l'histoire de la famille, et l'autre va rater, alors qu'il avait peut-être meilleure note encore, parce que s'il avait réussi, il aurait été dans l'expérience de trahir, d'être déloyal, de tromper sa famille d'origine. Est-ce que vous l'entendez? Ça peut vous parler aussi. Oui. C'est une loyauté de toute façon. C'est à chaque fois une loyauté. Oui, Des deux oui, côtés. mais Qu'elle soit. oui, bien sûr. Mais Il y en a un qui a quand plus de même, chance. j'introduis là, dans mon histoire, quelque chose qui a à voir avec le défi et l'objectif. Réussir peut être du côté de l'objectif aussi. Alors que rater, on est du côté du défi. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait équivalent. Oui, c'est l'auto-sabotage un peu. Pas forcément, non. C'est encore autre chose le sabotage. Mais c'est plutôt que celui qui a reçu, enfin, qui n'a pas reçu la permission de réussir, va devoir relever un défi. Donc le défi, c'est toujours du côté de faire des efforts, de la fatigue, tout ça, c'est la différence majeure entre les deux. Et donc c'est pas... Une survie aussi là-dedans. Oui, bien sûr, bien sûr. Le choix est inconscient, mais il est là. Donc, quand je suis sur cette diagonale-là, celle-là, entre désir d'apprendre et besoin de connaître, je dis bien que je suis dans l'impatience, quelquefois, ou la patience, dans la frustration, j'ai déjà dit. Mais c'est tout ça, toute notre expérience à l'école. Qu'en était-il de notre inquiétude aussi, de notre tension, de la recherche? Et là, je vais reprendre mes trois verbes sur la peur tout à l'heure aussi autrement. Mais là, le verbe que j'emploie, c'est celui de manquer. Peur de manquer. Peur de manquer d'aptitude, peur de manquer de temps, peur de manquer, etc., de mémoire. Voilà. Donc le verbe manquer, ça sera là. Quand je passe sur la ligne horizontale entre besoin de connaître et peur de savoir, le mot-clé, ça sera plus la frustration, ça sera les trois mots, le doute et le deuil et l'inquiétude. Sur la ligne horizontale. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer avec les proportions à aménager entre ordre et désordre. Et le verbe clé, ce sera le deuxième verbe de la peur, c'est la peur de perdre. Là, j'ai peur de perdre. Et puis, ma ligne à droite, entre désir d'apprendre et peur de savoir, je vais avoir le verbe changer, peur de changer. Et là, le mot-clé, ça va être la résistance, le refus, je m'ennuie.
qui est une autre forme de cacher ce qui se passe, ma résistance. Et le risque, ce sera celui de l'évitement. T'es dans quelle case là? Je suis sur la diagonale à la main droite. Donc c'est pour ça que j'ai refait mon autre triangle là, que je vous invite à voir. Ouh! Posez-moi la question, parce que sinon ça... C'était de répéter les trois. Tout, tu veux tout que je répète? Oui. Alors, bonsoir. Oui. Avec tout ce qui concerne les tableaux, je veux bien parce que moi j'étais à distance. Donc, alors, regardez, mais en fait, je crois que la prochaine fois, je vous dis de venir sans papier, sans crayon. Et chaque fois, je me dis que j'aurai C'est ça. vous qui m'avez donné le papier. Je t'ai pas dit d'écrire, sans vos papiers, avec mes papiers. Non, mais depuis cette année, je regrette de ne pas revenir à ce que je faisais avant, sans papier ni crayon, avec mes papiers estampillés. Bon. Non, parce que vous regardez la voisine, le voisin, vous ratez, puis après, moi, je perds mon fil. Bon, alors, ici, j'ai verbe manquer. Ici, non. Manquer, perdre, changer. Mes 3 verbes. Ensuite, là, je vais avoir frustration. Là, je vais avoir doute et inquiétude. Là, je vais avoir ennui, mécanisme de défense pour éviter. J'oublie, etc. Non, tu peux prendre quelques secondes pour écrire. Sur ma feuille. C'est ça. Et je crois que je n'ai pas dit pour la ligne horizontale entre besoin de connaître et peur de savoir, c'est le mot deuil aussi. Je ne l'ai pas redit. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que J'ai vous oublié de t'en avez mettre ça tout à l'heure. Oui, et comment? Parce que, alors, je reprends, je ne répéterai pas. Du côté de besoin de connaître, je majore l'ordre. Je classe. Je vais avoir un autre tableau qui vous le redonnera. Alors que dans la peur de savoir, je suis troublée justement par le désordre qui se passe inconsciemment, affectivement, émotionnellement. Donc, il faut que j'arrive à conjuguer l'ordre du côté du savoir et le désordre du côté de la peur. La peur, c'est ce qui va faire du désordre. Donc, je dois conjuguer sur la ligne horizontale, entre besoin de connaître et peur de savoir, quelque chose d'un conflit entre ordre et désordre. Et ce que j'aime bien dire dans ce cas-là, et vous le savez pour les autres sujets, c'est que j'ai besoin d'ordre, j'ai un désir d'ordre et un besoin de désordre, hein, toujours avec ma ligne. Quand je dis désir d'ordre, c'est horizontal, homéostasie, tranquillement, besoin de désordre. Et c'est ça que les personnes qui sont d'abord à la pointe de peur de savoir vivent douloureusement. Parce que là, on va être encore et encore... Vous voulez ma feuille, les filles? Oui. Bon. Donc, je reviens. C'est notre première chose, c'est sécurité et homéostasie. D'accord. Donc, voyez, est-ce que vous voyez maintenant, regardez ma jolie main, est-ce que vous voyez bien la superposition entre les deux triangles? Là, dans désir d'apprendre, je suis en action, dans ce mouvement. Là, je remets en question le savoir, avoir, et tout ce que je viens de dire. Et là, bien sûr, dans peur de connaître, peur de savoir, là aussi, je vais avoir quelque chose de cette tension du désordre apporté donc, et de l'inhibition. Donc, je suis en panne. J'ai du mal à encore apprivoiser la curiosité en question par rapport au besoin d'être relié. Mais c'est... En question, c'est le besoin de connaître. Oui. Bon, c'est là, toutes les questions que je disais, c'est ma curiosité, est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est déjà rattrapée par l'urgence d'accumuler et de rendre à un prof, à un jury, quelque chose que je n'aurais pas laissé vivant. Ah, d'accord. Une matière morte, en fait, c'est ça que je dis en question. C'est qu'en est-il à ce moment-là de ma curiosité? Ah, d'accord. Merci. Alors, C'est marrant, au lieu de peur de savoir, j'aurais mis peur d'oublier. non, Moi j'entends. J'ai du mal. peur d'oublier, ça fait partie. Non, l'oubli ou le fait d'oublier, c'est mis au service d'un scénario qui a à voir avec la peur de savoir. D'accord. L'objectif, c'est pas d'oublier. L'oubli est un outil mis au service de cette peur.
Si j'ai peur de savoir, eh ben, j'oublie. C'est très pratique. Et je peux mettre ça sur le compte de n'importe quoi. En fait, il y a 2 prix à payer. Celui d'apprendre Ou et celui de savoir. ça, c'est 2 objectifs. Le prix à payer, c'est ce qui se passe par rapport à ces dynamiques dans mon histoire. Oui. Et le prix à payer est différent pour chacun. Mais ce que je suis en train de dire, ça, ce ne sont pas des prix à payer. Bah, Ce sont des dynamiques. Oui. C'est pas un prix à payer. bah, C'est comme si tu Toi, tu confondais. dois jongler entre tout ça, en fait. C'est comme si tu confondais objectif et moyen et prix à payer. Ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est un reliquat, ta confusion, de ce qui s'est passé pour toi enfant. Quand on te vendait de la motivation là. C'est ça. La motivation, ça n'a rien à voir avec le prix à payer. j'étais plus dans l'apprentissage d'apprendre. C'est C'est pas- l'apprentissage c'est- d'apprendre. Bah, pourquoi je trouve que par exemple de On apprend à apprendre, Ah, oui. apprendre, Mais c'est pas le prix à payer. Le prix à payer, c'est ce que je viens de dire par ailleurs. L'inquiétude, le doute, les risques d'inhibition, ça, ce sont les prix à payer. L'attention. Le prix majeur, c'est l'attention. c'est ça. Voilà. Ouais. Ça, c'est le prix à payer. Oui, Mais c'est ça. c'est au service de l'apprentissage. C'est pas la même chose. Oui, alors toi tu te dis au service. Pour moi, c'est un prix à payer. Mais non, tu comptes et tu Ah ouais, je continues comprends. à faire parler tes profs dans ta tête. Non, non, non. C'est pas du tout la même porte d'entrée. Et je t'invite juste pour le moment à accepter que ça fasse un peu de dégâts sur eux. Alors, mon autre tableau, est-ce que tout le monde a la feuille qui s'appelle Désir et peur, apprendre et savoir? Tout le monde l'a? Parce que là, comme je ne vous ai pas entendu dire qu'elle était vraiment belle, je pensais que vous ne l'aviez pas vue. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, Aliette. Ah oui. Ou alors, les on va jolies pouvoir couleurs. l'éterniser, n'est-ce pas? Et on reprend, Et on reprend. remonter et Voilà. Mais c'est quand même le sujet. Donc, vous avez à l'horizontale, de gauche à droite, peur, désir, et au milieu, vous avez le savoir. À la verticale, de bas en haut, vous avez donc peur, désir, d'apprendre. Et à partir de la conjonction, de la conjugaison entre les deux, j'ai trouvé 4 types de personnes relativement à ce processus d'apprendre, ou de connaissance, etc. Donc, en haut à gauche, vous avez peur de savoir et désir d'apprendre. Et tout le monde voit là? Oui. D'accord. Donc, dans ce cas, dans ce premier cube, c'est ce que j'appelle les normaux apprenants, qui sont loyaux, plus loyaux que créatifs. Ils apprennent, mais ils ont peur de savoir, ou peur de ne pas savoir ce qui revient au même, dans ce cas-là. Mais ils sont Ah oui, pas, ça les inhibe en fait. voilà, c'est ils ne ça. sont pas, non, inhibés, c'est en dessous, inhibés, hein. Mais là, ils sont dans une motivation, plutôt, c'est vrai, dans Ils sont neutres. une curiosité un peu morte. C'est Dissimulé, neutre, quoi. en C'est un fait, peu comme c'est l'entrée trop en neutre. France, oui, Normatif. enfant rebelle. C'est Voilà. neutre. Normatif, ouais. Ça déborde pas On en est fait. dans le normatif, voilà, on est dans le normatif. Pas en dehors du cadre. Et on est dans l'enfant adapté soumis, C'est ça. Ils plutôt sont que sur la dans route. l'enfant adapté libre. Ils sont sur la route sur laquelle on les a mis en fait. On les a mis. Voilà, et ils sont dans l'obéissance à un modèle, ils sont dans la normalité, ils sont dans la conformité à un modèle de bon élève dans l'éducation nationale. Voilà, donc ils ont à cœur de moins d'investiguer, moins d'aller sur les petites routes qui sentent bon, que de suivre l'autoroute, parce que cette autoroute, on leur a garanti que ça leur permettait d'avoir la mention. En D'accord? même temps, eux, ils ont des bonnes notes. Oui, mais ils ont une curiosité qui s'atrophie. Et là, notre objet de curiosité, c'est la curiosité. D'accord? Donc là, normaux apprenants. Je pense qu'il y en a plusieurs dans cette salle qui peuvent déclarer. Moi, ça me fait penser À à, la des douane. milieux comme le droit ou la médecine où en fait les Oui. gens étaient très gavés, du coup ils lisent plus les actualités par exemple. Enfin, Et ça surtout, devient atrophié, en Surtout, fait. Ils n'ont plus de distance par et rapport à ce pas qu'ils de distance apprennent. et pas la disponibilité mentale ou temporelle d'aller voir ce qui se passe à Ah côté, même dans le Oui. domaine du droit Ouais. ou de la médecine. Je vois, On voit bien que ceux qui ont fait 10 ans d'études de Ouais. médecine, il y a quelque sont chose plus qui n'a curieux de pas plein de été... choses à Voilà, côté, ouais. voilà. Alors pas seulement, effectivement, de danse, de tango, ou tu vois, mais même de médecine, même de droit. Je passe en haut à droite, et là je vais avoir, donc, ce qu'on peut rêver de mieux, et avec une distinction à faire, on a les deux désirs.
Ça va? En haut à droite. Mm. Et donc là, vous avez vu, j'ai fait une diagonale, parce que je voulais distinguer ce qui était plus du côté de l'apprentissage ou plus du côté du savoir. Donc, quand je suis dans la moitié, enfin, la partie qui est du côté effectivement de pensée visuelle, j'ai associé, j'ai créé, j'ai le curieux et j'ai le côté du cerveau droit. Donc, les deux là, ce sont des curieux actifs. Hein. Ensuite, j'oppose curieux à gauche avec instruit à droite, avec le cerveau gauche. Là, j'ai une pensée auditive et j'ai effectivement les verbes classés, organisés. Je suis plus proche de la ligne qui est savoir qu'apprendre. Vous voyez bien? Ah oui. Et là, je vais retrouver dans ce cube, ce carré, le verbe manquer que j'avais tout à l'heure déjà entre désir d'apprendre et besoin de connaître. C'est normal que je retrouve le verbe manquer. Je continue. Donc, je vais être maintenant dans le désir de savoir et la peur d'apprendre. Et c'est là vraiment le type propre à Serge Voimard qui nous trouble beaucoup, qui nous fait encore pratiquer la surcharge, les leçons, comment on appelle ça, les leçons quand les enfants ont des leçons en plus le soir, là. Répétition, comment vous appelez ça? Oui, particulière. Oui, les leçons particulières, voilà, et qui coûtent très cher aux parents. Voilà. Et donc là, évidemment, vous voyez le trouble, il y a peur d'apprendre et désir de savoir, donc il y a cette opposition. C'est un combat intérieur. C'est un combat intérieur, un combat dans lequel les enfants perdent à la fois le désir, à la fois l'élan, à la fois quelque chose de leur propre confiance et de leur estime en eux-mêmes. Pour un peu qu'ils aient commencé dans cette dynamique, ils vont en garder des traces d'auto-disqualification, de peur. Ça, c'est où, Et Aliette? peur d'apprendre, c'est presque de peur de ne pas y arriver. Peur de ne pas y arriver, avec même, quand je dis autodisqualification, c'est que de toute façon, je n'y arriverai pas. Il y a comme une sorte de sort jeté. Les autres y arrivent. Alors que pour moi, le désir d'apprendre, c'était justement la permission. On se donnait la permission. Mais là, j'ai pas de désir d'apprendre. Hein. C'est le désir de savoir. C'est la peur. Le désir de savoir, pardon, excusez-moi, je suis... Mais c'est ça, excusez-moi, je le désire désir- savoir, mais sans passer par l'apprentissage dont nous parlons. L'apprentissage qui suppose effectivement beaucoup de conditions. C'est savoir sans faire Je veux l'effort en aller au fait. but, je veux aller Je veux le aller savoir au but sans avant faire- d'avoir appris. tout de suite. Sans payer le prix. Sans payer le prix de cette tension, de cette traversée du désert, de ce moment de suspension, de ce moment fort désagréable pour les uns, qui peut être agréable pour d'autres, qui sont déjà familiarisés, qui ont déjà suffisamment construit de confiance en eux pour savoir que c'est un peu rude, mais je sais que je vais atterrir sur quelque chose qui va me gratifier de plein de façons. Et vous savez, en plus, avec le livre de Florence Verdier, je pense que je l'ai marqué, que les chercheurs qui passent des années sur des équations, etc., puis un mercredi soir, ils en ont marre, et ils disent, allez, écoute Joseph, je vais fumer ma clope dehors, et viens, accompagne-moi. Et puis là, ils sont sur le balcon, et Eureka. Parce que tout à coup, ils ne sont plus Sur leur truc. sur le même chose. Donc il y a plein d'exemples et plein de témoignages très intéressants qui montrent bien, et que ça peut nous arriver à une moindre échelle sans avoir découvert, j'ose dire, mais nous savons qu'il y a ces moments. Je pense à un homme le jour qui reconnaissait que ce moment, c'est sous la douche le matin. Tout à coup, il est dans une autre relation au monde, peut-être parce qu'il doit se trouver dans un liquide amniotique prolongé, et que tout à coup, il a l'idée qui lui vient comme ça, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec le cerveau gauche, qui a à voir avec le cerveau droit. Quel lien il pourrait y avoir avec la pression du résultat? Oui, c'est ça, c'est si, ce que je ça- dis depuis la le début. peur, ça, c'est pas bon, C'est ça que j'appelle le C'est ça qui besoin de peut connaître. Le besoin de connaître sans le trait d'union. Parce que on attend de moi que je sache. On n'attend pas de moi que je continue à conquérir des Ah ouais, c'est connaissances. ça. On attend de moi que je sache telle et telle chose dans le bon ordre. Et avec le concept d'impasse, effectivement, je vais jouer sur qu'est-ce que je pourrais bien ne pas apprendre là, parce que j'en ai pas besoin. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais c'était une interview du chanteur
très connu, Jacques Brel, qui disait en art, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de don, il n'y a que des gens qui travaillent et le talent, c'est du travail en fait. Mais du coup, il y a quelque chose de... Avec quoi je ne suis pas d'accord, évidemment. Évidemment pas. Ah oui. Mais à partir du moment où on nous a C'est pas fait croire ça, on l'a vendu. Non, Regardez, Yves Montand disait que tout ce qu'il Non, avait, Et ça, c'est c'était les un- portes. mais c'est pas à la place. Ce travail, il est mis au service d'un talent. élan. Oui, Alors oui, que ça. c'est ça Qui est que je suis en provoqué train de par dire. le talent. Quand on a dit aux élèves, travailler, sous-entendu, c'est c'est pas grave. Si ça n'a pas de sens pour vous, si ça n'est pas une façon d'animer votre vie, travaillez comme Oui, d'accord. Comme si le paradis était pour demain. si le Travail paradis sur un était pour truc demain. Non, motivé. mais comme Alors que si c'était travailler le dur travail pour qui était la quelque chose, valeur. d'accord. C'était C'est la au contraire, c'est pas ce qu'ils C'est pas aiment, l'outil, travail. c'est voilà. Et surtout, non, mais c'est plus que ça. C'est le prétexte à ne pas interroger le reste. Le reste, c'est-à-dire effectivement le sens, l'intérêt, la curiosité, le plaisir et toutes ces choses. Oui, Travailler c'est ça. serait et nécessaire et suffisant. Ce n'est ni nécessaire ni suffisant. C'est comme les l'amour. Ouais, c'est comme l'amour dans le couple. Je suis d'accord. Vous avez évoqué le manque d'équipement des enfants Oui. À la frustration pour ceux Oui. qui étaient empêchés de penser. Est-ce qu'on peut imaginer que des traumatismes non résolus Oui. de génération en Oui. génération jouent aussi Bien sûr, ce, bien sûr. Ce rôle-là de Vous vie. rappelez Oui, oui, oui. parfois comment, Oui, oui. en particulier dans les lignées masculines, j'ai vu ça plusieurs fois. Et, Bah, féminin Ça se- aussi, hein. oui, mais qui Certainement, mais ça impacte. se reproduit. Et je disais hier que quand c'est sur la lignée masculine, ça impacte les maths. Quand c'est les lignées sur Le français. le français. Ah ouais. Mais c'est énorme ce qu'on a Comment dit ça hier. Que quoi? Tu peux répéter? Comment ça Oui, bah, moi je demande plus de précision en fait. Non, il n'y a rien à dire. Non, j'ai rien à dire. Le constat que je fais, et je n'engage que mon observation, c'est que quand le trouble se crée, le non-dit, le trauma se trouve sur la lignée paternelle, on est plutôt en difficulté avec ce qui est scientifique et surtout les maths. Quand c'est du côté maternel, on est plutôt en difficulté du côté du français, de la langue, des langues françaises Et et l'histoire. Moi, je pense les deux. on est plutôt du côté de la mère. Oui, c'est ça. Moi, Oui, ça me moi, rappelle je que l'ai plus. quand j'étais collège plus, en fait, on me demandait tellement d'apprendre par cœur des choses que je me souviens que j'avais un mal fou, j'arrivais jamais à respecter l'heure du devoir, du DST. Il m'a fallu des années pour justement me délester de plein de choses pour arriver à rentrer dans les clous de 2 heures de dissertation. C'est un 3 très heures bon seulement. exemple, Ouais. une illustration de ce qu'on dit là. Ouais. Tu n'étais pas dans ton rythme à Ouais. toi. Donc il y avait déjà un stress très fort. Et hier, pour le gars qui était sous la douche, là, qui disait que c'était là son moment, pour moi, c'est pas seulement. Je pense pas que ce soit juste peut-être une question de régression, mais il me semble que j'avais lu quelque part que sous la douche, ça, je sais pas si c'est des ions négatifs qui se libèrent. Hein. Je me dis, il y a peut-être quelque chose aussi qui se Qu'on n'a passe, pas dans le effectivement, bain. sous la douche, voilà. Oui, Qui fait bien que sûr. ça nous réveille J'aimais le bien mon idée du Ah oui, ça c'est. Agnès, le système aussi, je pense à l'évaluation et les notes en classe. Finalement, C'est c'est Ça d'une frappe. violence inouïe. Bien Oui, sûr. bah oui. Alors c'est variable selon les personnes. Parce que pour certains c'est inhibant, avec cette pression et cette obligation de prouver. Pour d'autres c'est stimulant. Comme pour tout. Pour certains c'est dire, ah là ça me motive, oui, Oui, c'est ça. pour c'est ça. prouver peut-être. Mais Donc c'est de la très- manip à ce moment-là. De la part de l'enseignant. Est-ce que c'est pas comme ça que je forcément, peux tenir certains Non. et... Ce qui serait de la manip, c'est de méconnaître le stress de certains. Non, c'est pas forcément la manip, parce que ça peut faire partie de la règle du jeu. Tout dépend de la façon dont je vais traiter ça. Qu'est-ce qui va accompagner cette obligation? Quel est le mot? Est-ce que je vais croire que c'est pour moi qu'il faudrait, pour me faire plaisir ou pour me donner une gratification narcissique en tant que prof? Non, il y a ce que j'appelle la discipline, que je reconnais, avec quelque chose qui peut être la manipulation, mais je n'ai pas à superposer les deux forcément. Je me souviens, les parents qui interfèrent aussi. Ah bah, C'est ça qui cache tout. bah oui, oui. Mais si, beaucoup, beaucoup, bien sûr, parce que là, on fait intervenir quelque chose d'une autre forme de pression, avec, bon, enfin, là, je ne suis pas capable de parler de la nuit entière de cette
délinquance. Et Eliette, c'est à qui l'accompagner sur ce sens-là? C'est aux parents pour, les, Non, non, pour donner du tout- sens non, quand tu es enfant à ce que tu apprends. Parce que moi, je me souviens aussi, j'avais un peu de mal Attends, en- si tu me poses une question, tu veux que j'inquièce à ce que tu dis? Oui, Je dis que c'est la culture, la famille, tous les lieux, c'est vraiment quelque chose de global, c'est pas que les parents. Les parents peuvent être handicapés là sur ce plan, mais C'est une village heureusement entier. qu'il n'y a pas que les parents. C'est toute notre culture, notre société. Et notre façon aussi de parler du travail ensuite. C'est de quoi est-ce qu'on a besoin. On sait aujourd'hui qu'on va demander à un entretien d'embauche davantage le gage d'une créativité qu'une connaissance acquise comme autrefois. C'est évident. C'est énorme. Du coup, beaucoup de... ce Et travail. l'éducation anglo-saxonne est plus. Oui, alors après, il y a toutes les... Là, je parlais de l'éducation nationale. Ah ouais. Français. Donc, est-ce que vous voyez là que je mets bien le verbe changer en vert? Je mets bien l'expression être empêché de penser, les empêcher de penser, pour reprendre les termes de Serge Bonnard. J'aime bien aussi mettre les intouchables, parce qu'ils sont réfractaires, comme je l'ai mis aussi. Mais le chiffre qui peut vous étonner, c'est que ça touche 15% de la population. C'est énorme, énorme. C'est en augmentation. Et c'est en augmentation, et ça le sera encore. Et alors, empêcher de penser, ça veut dire quoi derrière? Enfin, ça veut dire quoi pour toi? Je vais y revenir tout à l'heure. C'est déjà... Moi, ce qui m'interroge, c'est ce terme justement de réfractaire. Ce serait Qui- réfractaire à... On ne peut pas les apporter. C'est pour ça que Serge Boimard fait un travail extraordinaire. C'est qu'il ne parle plus de résultats. Il passe par autre chose. Et son livre est vraiment un cadeau. Il passe par enfin, quelque chose qui touche le corps, quelque chose qui touche les mots, quelque chose qui touche aussi les mythes fondateurs. Voilà, les mythes. Et c'est ce que font d'autres personnes qui traitent, dont tu connaissais quelqu'un aussi, Sandrine, qui traitent des gens qui sont vraiment tellement inscrits dans la toxicomanie, que c'est une façon aussi de faire sortir. Et donc, mais ça, je vais y revenir en parlant un peu plus de Serge Bonnard. Et puis, donc, en bas à gauche, on va avoir l'inhibition avec les deux peurs. À la fois peur de connaître et peur d'apprendre. Quelque chose qui est... Oui, c'est rude. Il n'y a rien qui passe. Oui, dans l'état, bien sûr, il fallait que je complète mon tableau, Oui. mais ça veut dire que nous avons un intérêt, effectivement, à savoir laquelle des peurs on va traiter en premier. Ouais. Ah oui. Parce que ça peut être aussi, c'est pas forcément mieux de traiter peur d'apprendre, parce que je peux aussi tabler sur, c'est à ce moment-là que ça intervient, le besoin de connaître. Pour quelqu'un qui s'installe dans un pays dont il ne connaît pas la langue, on n'est pas dans désir, on est dans besoin. Besoin de connaître les rudiments, besoin de connaître les chiffres, besoin de connaître les mots, pour prendre le métro ou remplir un papier, enfin, c'est évident. Et donc dans ce cas, j'ai une carte qui est celle qui va permettre de passer outre la peur et de passer à là ça serait la peur de ne pas pouvoir survivre, la peur de ne pas savoir se débrouiller, la peur de ne pas pouvoir lire un minimum de mots. Ça touche les gens qui deviennent phobiques, qui ont des phobies. Alors phobique, moi je les vois plutôt dans empêcher de penser. Ah bon? Oui. Et pour moi, Pour moi, ça fait empêcher de penser penser, à- c'est aussi les normaux apprenants que tu as mis aussi. Enfin, moi, je le vois aussi empêcher de penser quand on est trop. Ah, c'est pas, moi je fais pas bien ça, une c'est distinction entre les deux. Non, non. Normaux apprenants, c'est la personne dont les parents, les éducateurs, vraiment c'est la bonne élève quoi. Elle apprend. Fille de prof. Ouais. Oui, fille de prof, c'est ça. Du coup, par rapport aux inhibés, là en bas à gauche, ça me fait penser aux intelligences multiples. Je me dis que... Il y a peut-être, je sais pas s'il y a un lien, mais du coup, de passer par une autre forme d'intelligence Ah oui, que- Kinesthésie. plus, Voilà, oui. qui permettrait d'accéder à autre chose. Enfin, qui permet... Voilà. Mais ce qui est important à ce moment-là, si on passe par quelque chose de ludique, de voir ça non pas comme de la séduction, Non. mais comme un Un outil outil. respectueux de ce blocage-là. Moi, ça me fait penser à Daniel Pénac. Oui. Oui, vraiment. Ah oui, merci pour l'exemple. Chacun Oui. ouais, Dans chacun d'école. Mais j'ai besoin d'avoir la fonction des verbes. Que le- Verbe, manquer, changer. Oui. Je sais pas. j'ai un- Est-ce que vous faites le Peut-être lien avec ce que je aveugle. disais quand je vous invitais à suivre ma main plutôt que votre crayon? Pour moi, par exemple, je reprends ma feuille, et c'est clair que dans peur de, enfin, dans empêcher de penser, on a peur de changer, c'est-à-dire de remettre en question, d'apprendre à parler, des choses comme ça. Dans les deux premiers à gauche, pour moi, c'est nettement peur de perdre.
le confort aussi qu'on a trouvé. C'est pour ça que j'ai bien peur de perdre sur ma ligne horizontale. Oui, oui. C'est-à-dire peur de sortir de quelque chose que j'ai construit vaille que vaille, d'un équilibre psychique ou psychologique, ce qui n'est pas la même chose. Je suis arrivée, je suis dans la survie. J'ai construit mon mur et je n'ai pas envie de prendre le risque là de perdre ce que j'ai fait. De la même façon, peur de perdre aussi pour le normo-apprenant. Alors que ce que je disais sur cette ligne-là, Dominique, c'est là que j'ai peur de manquer. C'est plus clair pour vous? Oui, oui. C'est arbitraire, c'est comme ça que je l'ai vu. Oui, tout à coup j'étais Ariette, moi j'ai un peu du mal à saisir la différence entre être inhibé et être empêché de penser. Parce que dans les deux, il y a... Mais non, ce que tu as à ta main droite, dans empêcher de penser, j'ai le désir de savoir. C'est ça qui fait la différence. Alors que dans inhibé, j'ai la... Tu vois, là, je vis des inhibitions à droite, en bas. Mais elle va être chatouillée par ce qu'il me reste de désir de savoir. Donc je reste dans quelque chose d'un groupe, d'une appartenance et un minimum de gourmandise et d'élan. Une ouverture possible. D'accord. Et puis c'est pour ça que je me permets d'insister aussi, Cécile, sur les deux verbes qui changent. À droite, c'est changer, et à gauche, c'est perdre. C'est pas la même chose, c'est pas la même expérience dans les deux cas. Oui. Je remarque, c'est que finalement, on peut se positionner sur tout le tableau en fonction des sujets, en fonction des moments. Bien sûr, bien sûr. Je pensais aussi dans les inhibés, ceux qui ont peur de savoir parce qu'ils sont trop plongés dans le savoir de leurs parents ou les parents attendent tellement qu'ils sachent. C'est pour ça que je parle de loyauté, soit par rapport à un contenu, soit par rapport à une relation, soit par rapport à une tradition. Okay. Mais c'est loyauté, c'est-à-dire cette dépendance qui reste là, consciente ou pas, plutôt pas, et qui handicape cet élan et cette gourmandise. Et qui peut être très forte, on voit bien les exemples, avec cette pression, avec la mission de faire ce que le parent n'a pas fait, ou la peur chez les hommes surtout de dépasser le parent. Enfin, il faut absolument que tu aimes tel ou tel livre, que tu t'émerveilles devant un tableau, que ça bloque. Donc on est dans quelque chose de très fusionnel là, oui. De très symbiotique et donc de très dépendant, et donc de très handicapant pour ce que j'appelle la construction et la culture du jardin intérieur. Je ne peux même plus savoir ce dont j'ai envie, parce que je suis condamnée à satisfaire les envies de quelqu'un d'autre qui me les prête en plus, qui me les donne, et qui m'en donne la responsabilité, de les satisfaire. Donc là, on arrive à quelque chose de terrible. Tu aurais un exemple, Aliette, d'une chose de peur de perdre dans l'inhibé? Oui, c'est ce que je viens de dire. Peur de perdre le minimum de capacité à survivre. C'est ça que je disais là. J'ai bâti quelque chose de très rétracté, et sortir de là me met trop en danger. Moi je pense qu'il y a certaines maladies mentales qui sont de ce côté-là. Je ne peux pas bouger. Je ne vais pas bouger parce que je me mets en danger. De ne pas revenir. C'est-à-dire que apprendre, on est en expansion. C'est-à-dire qu'on sort de la base. Mais certaines personnes, effectivement, peuvent faire ça légèrement, je sors, je reviens, je sors, je reviens. D'autres personnes vivent, par rapport après un traumatisme, l'urgence de ne pas bouger, parce que quand je sors, ou bien quand je ris, par exemple, je ne suis pas sûre de revenir à ma base. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne rient pas. Parce que rire, c'est comme apprendre, c'est faire confiance à quelque chose d'une expansion, une explosion. C'est une menace. C'est une menace pour cette intégrité psychique. Je ne dis pas psychologique, psychique. Et peut-être que je vais un peu de côté, mais par exemple, quelqu'un qui, même dans ce qu'il investit, et enfin là où il a de la gourmandise, même là, il se plante, il rate, il n'arrive jamais. Oui, parce que est-ce que ça a un lien avec l'apprentissage de savoir ou c'est encore autre chose? Ça a plutôt à voir avec l'interdit de réussir, ce qui est complètement autre chose. Ça peut se conjuguer, mais ça peut être distinct. Je peux avoir le droit de continuer à apprendre, mais sans arriver effectivement à en faire quelque chose, à en faire du miel. Ou à être dans
à être autre et plus et mieux, bien sûr. Ok. Autre question? Alors, je voulais juste reprendre à titre vraiment très informatif comme ça, les types, les formes d'intelligence, et je vais faire dès la fin de l'hiver, même avant la fin de l'hiver, je vais faire un autre atelier pour nous permettre à chacun de repérer quelles sont les formes d'intelligence que nous pourrons combiner. J'ai fait tout un travail pour voir, selon les métiers, combien de formes d'intelligence a été on a plein des exemples autour de nous, mais des gens par exemple qui ont été très mauvais à l'école et en fait qui se sont révélés après dans les... Ou à l'inverse, des très bons élèves qui... Et quand je parle de besoin de connaître, vous avez bien compris que c'était par rapport à une forme d'intelligence prisée dans l'éducation nationale qui est logico-mathématique. En dehors de cette forme d'intelligence, beaucoup de combats. Donc, je les donne, c'est donc, je ne sais plus où ça vient, c'est peut-être Gartner, je ne suis même pas sûre. Ah oui, c'est Gartner. Donc, lui, on a trouvé 8, moi j'en ai rajouté 3 aussi, parce que j'aime bien les combiner. Donc, on a donc logico-mathématique, mathématique logique, ça va assez bien. On voit un peu de quoi il s'agit, parce que nous avons été dressés là-dedans. Ensuite, on a verbal linguistique, le sens des mots, qui a souvent à voir avec aussi la danse, tout ça. L'auditif. Oui, auditif. Et ça répond à la question, comment est-ce que je vais découvrir, identifier la meilleure façon pour moi d'apprendre, pas d'entasser, d'apprendre. Le mot, c'est la danse. La danse est souvent liée, parce que comme j'ai voulu beaucoup associer, oui. Alors pour les... Agnès, est-ce qu'une personne qui serait auditive, dans un apprentissage, si elle entend des parasites ou plein de choses de violence, ça peut interférer dans son apprentissage? Oui, juste. Oui. Ça me parle. Oui, oui. C'est quelque chose qui est... Elle a dû filtrer pour ne pas être envahie ou abîmée. Et donc ensuite, elle continue à avoir ces filtres-là. Une bonne observation. J'ai ensuite musical et rythmique. Ça va. J'ai ensuite l'intelligence spatiale. Pour la construction. Pensez à vos Lego. C'est le kinesthésique, ça? Non. C'est visuo-spatial. C'est visio, voilà, spatial. Se repérer avec un peu d'orientation. Ok, je sens le... Okay. Ensuite, on a kinesthésique. On a naturaliste. C'est ça qui est souvent laissé pour compte. Naturaliste. On a ensuite... on a interpersonnel. Le talent pour communiquer avec les autres, et intrapersonnel, quelque chose qui a à voir avec méditer, réfléchir, prendre du temps pour marcher seul dans la forêt. Quoique là, on est un peu naturaliste aussi. Ça veut dire quoi kinesthésique? C'est le mouvement. Mouvement. Ah, excuse-moi. Tu sais, quand tu as besoin de bouger, tu as plein d'enfants qui apprennent en bougeant, plutôt que de rester assis sur une chaise. Tu apprends à dessiner, alors à écrire aussi d'abord, à écrire avant j'ai rajouté... que tu as le mouvement, ça aussi avec le corps. Il y en a d'autres qui rajoutent. Oui. Spirituel. Ah oui. Et puis deux autres aussi, mais surtout ce que j'ai à cœur de faire pendant cet atelier, c'est les conjuguer. Par exemple, un sportif a besoin de celui qui conduit une voiture aussi, voilà. Donc, le sportif, ça serait quoi, vous, tu te souviens? Bien sûr, il y a spatial surtout, kinesthésique et spatial. C'est qui les spirituels, tu disais? J'ai pas compris. Oui, c'est une 9e. Il y a une intelligence spirituelle? Naturaliste, c'est pas avec le corps aussi? Le corps et la nature? Mais ça, c'est déjà fait. Naturaliste, c'est ça, c'est le corps et la nature. Parce que c'est toi. Oui, mais insister pour le programme. D'accord. Alors, donc, quand je redisais les dangers de ce besoin de connaître écrit de cette façon, je mets bien le danger de remplir
Alors qu'à l'opposé, pour être dans cette connaissance en 2 mots, c'est accueillir le vide, le doute, l'incertitude, le fait de tâtonner aussi, le fait d'hésiter, le fait de raturer, le fait de revenir en arrière, le fait de jeter la feuille. Toute l'interdiction des Tipex. Et quelqu'un à quoi tu le relis? Quelqu'un qui serait dans un besoin de quelque chose de parfait, de beau. C'est ce qu'on a vu là. On est dans ce besoin de connaître, ce besoin d'ordre. L'ordre c'est comme si on confondait la forme, et je vais y revenir encore tout à l'heure, la forme, la présentation, comme si on était quitte parce que c'était bien présenté, alors que ça n'a rien à voir avec apprendre. Ça a à voir avec rendre. Ça a à voir avec satisfaire le besoin d'ordre supposé ou imaginaire ou halluciné de l'autre. Donc ça revient avec la motivation. C'est répondre à l'autre. Non, ça répond à dépendance. C'est pas la même chose. Et vraiment, il y a quelque chose qui tourne autour de motivation. Et Agnès, par rapport à. J'aime bien quand vous dites enfant des livres, petit enfant d'écriture. En fait, nous, on s'est peut-être retrouver quelque chose de l'oral. D'ailleurs, le prof tel qu'il est encore pratiqué aujourd'hui, ce qui est en train de changer, il ne fait que rendre oral l'écriture qu'il a pratiquée. Ah oui. Voilà. Donc en fait, mais je vais y revenir quand je vais reparler aussi de Michel Serres. Donc, alors que quand je parle de besoin de connaître, ce serait élaborer, réfléchir dans tous les sens du terme, et surtout cette permission de douter. Douter encore et encore. Rechercher, affronter, transformer, faire la part de cette résistance naturelle, mais ne pas s'y enfermer. Passer outre les tentations d'impatience ou d'évitement, et de résistance. Ça rejoint aussi parce que tu parles d'inter et extra personnel. Intra et inter. Et je trouve que ça rejoint aussi la confusion entre l'extérieur et l'intérieur. Oui, et du jardin. Et si on me demande de satisfaire les autres, pendant ce temps, mon jardin n'est pas cultivé. Il n'est pas important. Je vais continuer à avoir du soif, du fait plaisir. Je vais savoir bien détecter ce qui fait plaisir aux uns et aux autres, parce que j'ai été dressée à être d'abord dans cette surveillance, plutôt que invitée à être centrée sur quelque chose qui a du sens pour moi, qui me pousse en avant. Et aussi, pour moi, il y a aussi le devoir de la coopération à tout prix, par exemple. Oui. Là où... Oui. C'est pas forcément obligé. C'est un moindre mal. Ah oui. Parce que ça sera forcément dans l'alternance. Et c'est quand même une façon de connaître aussi, de naître avec les autres. Ouais. Oui. Tout dépendra encore, regarde, de la légende que tu mettras et de la façon dont c'est fait. Mais je pense que ça, c'est une révolution importante, parce que de mon temps, on ne faisait pas ça du tout. On était tout le temps dans un travail très solo et individualiste. Ouais, on peut tomber dans l'extrême. Alors, je pense que vous connaissez tous le documentaire sur Marshmallow. Oui. Non, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, parce que c'est quand même... Marshmallow. Marshmallow, pas oui. Comment ça s'appelle déjà? Ah, C'est des contacts avec avec les les enfants d'expérience avec le chamallow. Oui. Marshmallow, vous connaissez, David? Non, alors vous allez adorer. Génial. Vous tapez ça sur Google. C'est juste l'expérience de ce que j'appelle, moi, intégration du principe de plaisir différé. Et que c'est ce dont nous parlons depuis le début, c'est que donc les enfants, mais je vais un peu spoiler les choses là. Ouais. C'est quand même l'idée de voir le lien, le lien qu'il y a entre les enfants capables de différer le fait de manger un bonbon pour en avoir 2 après, avec leur succès professionnel et la qualité de leurs études. Aujourd'hui, j'ai trouvé un livre, mais qui n'était pas encore traduit, et j'ai un peu calé, sur la remise en question de cette conclusion. Ah oui. Voilà. Je peux t'aider si tu veux, pour la traduction. J'ai une application. Oui, j'ai une application, tu mets devant et tout est traduit. Oh, oui, c'est magique. Je t'en parlerai. Le futur de Ça me fait penser aussi à ce que tu dis à la différence par rapport à Marshmallow,
s'il y a quelqu'un qui est là pour regarder Oui. ou pas. Bien sûr. Parce que je vois que s'il y a quelqu'un, et ben je vois par exemple, c'est un peu comme quand t'as faim. Si tu as tellement faim, à un moment tu fais bah j'ai plus faim. Si Ah t'as- bah ça, j'en ferai l'expérience que pour le moment, c'est... Mais s'il y a quelqu'un qui est dans. Ça trouble le regard. Bon. Mais c'est vrai que ça, c'était C'est une bon. chose importante, c'est que l'enfant était seul. Ça va Et très donc- bien de connaître Oui, le livre. oui, je vais le retrouver. Qui reprend ça. Mais c'est un moment de bonheur pur que de les voir Ah oui. lécher, Ouais, remettre, mettre à la table, regarder comme ça, lécher le tour de la... Vous la connaissez? C'est merveilleux. C'est vraiment... Donc, intégration du principe de plaisir différé, c'est résister à la frustration. Alors, grâce au projet qu'on peut avoir, et grâce aussi pour les enfants, je regarde la carte, à l'intégration de règles éducatives. C'est ça qui permet. C'est-à-dire que ça permet d'avoir la sécurité que demain ou tout à l'heure, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pas une promesse en l'air. C'est-à-dire que s'il y a cette sécurité du cadre, je vais pouvoir développer ce principe. On n'est pas dans l'arbitraire. Et je redis tout le temps que les ados, surtout les enfants, un peu moins peut-être, mais les ados détestent l'arbitraire parce que ça va à l'inverse de ce que je viens de dire là. Donc, pour avoir cette base-là, cette solidité que je vais appeler base affective de l'intelligence, j'ai besoin de ce sentiment de sécurité intérieure, bien sûr, qui a à voir avec l'estime de soi et non pas la confiance en soi, et d'un minimum d'indépendance psychique. Hein, ça rejoint ce que tu disais aussi, Céline. Donc, à ce moment-là, l'enfant, si c'est un enfant n'est ni flou, ni insaisissable, ni influençable, c'est un mot que je n'ai pas encore dit, il a quelque chose d'un noyau qu'il est en train aussi de développer. Et surtout, il est capable de s'adapter et de supporter les modifications, les changements. Et ces changements, il va les accepter sans sentir qu'il va perdre une intégrité intérieure. Oui. Tu veux bien me donner des règles éducatives Je vais le faire tout à l'heure, parce que pour le moment, je vais suivre mon fil. Là. Pour moi, garde surtout l'idée de sécurité, c'est-à-dire il y a un pilote dans l'avion. Il y a quelqu'un qui pose des règles, et qu'importe les règles, ce qui est important, c'est la fiabilité des personnes qui les posent. Après, qu'importe. Voilà. Ouais. Et c'est ce qui va conduire vers le curieux actif plus... Voilà, c'est ça. Parce que cette base de Parce que la base sécurité de est assurée. Et pourtant, Et que- dans les empêcher de penser, que moi je mettrais un peu dans les... Non, vous non, mettez c'est-à-dire aussi dans cette que là, difficulté. oui, parce que c'est sa propre estime de lui qui ne va pas. Il ne fait pas confiance à lui, alors que là, je parle de cette sécurité, je ne fais pas confiance aux Oui. autres. Hein, c'est pas la même chose. Donc, apprendre, c'est accepter la frustration. Plus je sais, mieux je maîtrise mon angoisse, bien sûr, car c'est l'inconnu qui m'angoisse, donc il y a bien sûr l'inversement proportionnel. Qu'est-ce qui se passe pour moi face aux désirs, aux exigences de mes parents, ce qui n'est pas la même chose, vous mesurez la différence. Exigence, on est du côté du pouvoir, et quand je parle du désir, on est du côté de la séduction, qui sont deux formes de manipulation et de violence, mais pas reconnues de la même façon. Voilà, c'est moins important. Et donc, je reviens à ces quelques mots qui vont peut-être vous aider aussi, qui m'ont beaucoup aidé moi. Alors, oui. Je tique sur l'exigence comme aussi une forme de manipulation. Oui, parce que ça peut ne pas l'être, mais si c'est de la discipline. Mais des exigences peuvent être aussi abusives. Quand elles viennent Mais de au moins, l'extérieur. c'est exprimé. C'est exprimé, tu dois. C'est pour ça que je parle d'une violence affichée. Alors que la séduction, oh écoute, fais-moi plaisir, là on est dans quelque chose de plus redoutable. Hein. C'est la séduction qui peut aller jusqu'à la perversité. Donc, oui, alors, ce que dit Michel Serres, parce que je vais passer la nuit, c'est que c'est la fin de ce savoir-là emmagasinant, et il dit bien qu'il y a le dur dans les sciences, le dur et le doux. Le dur, c'est tout ce qui a à voir avec les sciences précises, donc les sciences exactes, voilà, et qui touchent les choses, alors que le doux, ça touche les hommes, les intuitions, de tout ce qui touche, les sciences humaines, par exemple.
et que notre défi aujourd'hui, c'est d'arriver à associer les deux sans exclure l'une ou l'autre de cette dynamique. Alors, ce qu'il dit, j'aime beaucoup ça, il dit que c'est l'écriture qui a permis les réunions dans les villes et donc la création de l'État, E majuscule, et du droit. C'est l'écriture. Et ensuite, dans l'imprimerie, on arrive à quelque chose qui va éclore bien sûr au moment de la Renaissance. Il dit ça, on a des changements dans les institutions. On n'est pas que dans l'état initial, l'institution, les assemblées, et quelque chose qui s'approche de ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui. Donc, et le Doubs, là on est encore dans le dur, le Doubs va organiser et fédérer ceux qui utilisent le dur. Je trouve ça génial. Parce que là, on en revient donc aux 5 forces, aux 5 logiques. Alors, autre chose que je trouve très intéressant, j'espère bien, je vais vous motiver pour lire Petite Poussette, si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est, il parle de la page, donc, ça, la page que vous écrivez, sur laquelle vous écrivez, comme une unité spatiale qui reste qui est un reliquat des millénaires précédents. C'est-à-dire qu'on a fait un écran qui ressemble à une page. On écrit comme le sillon dans le champ. Et il dit que c'est là qu'il y a quelque chose à quoi nous résistons, au lieu d'accepter quelque chose donc des nouvelles technologies qui n'ont pas forcément à être... Alors il lui met la page comme unité spatiale de perception, d'action, de pensée et de projet comme finalement un format multimillénaire. Et tout à coup, on se dit, oui, ça nous semble tellement naturel et évident. Et il dit, c'est exactement comme l'hexagone des abeilles. Il dit, l'électronique ne s'est pas encore délivrée du livre, du format transhistorique de la page. Après, avec ce format spatial. Ce que j'aime bien aussi, donc c'est là que j'ai retrouvé la phrase, donc l'intelligence inventive se mesure selon la distance au savoir, et surtout il dit c'est la fin des savoirs tels que nous avons appris, parce que, dit-il, à l'école où il y a des enfants qui sont donc priés, même plus que priés, d'être en silence et en rang, il appelle ça les petits transis. Il dit que évidemment ça ne va plus du tout par rapport à ce qu'on peut exiger. Il dit on va passer de ce silence et de cette immobilité à autre chose. Et il dit on va passer, on est passé de la multiplicité à l'unité. On est passé du prétoire au juge. On est passé du pédagogue, de la pédagogie au maître. On est passé du théâtre à la scène. On est passé de la cour royale au trône, on est passé de l'église à l'autel, on est passé de l'habitation au foyer, et on est passé de la multiplicité au un. Et au un, on retrouve bien aussi le prof. Et donc il dit, en plus, avec les gens comme ça, au moins le mérite d'être en rond. Et donc il dit, et j'aime beaucoup cette conclusion, c'est la fin de l'ère des acteurs qu'on regarde, au lieu d'être dans quelque chose qui se partage. Donc le savoir s'est divisé en sectes et le réel a volé en éclats. Et que nous avons là à constater ça au lieu de vouloir continuer à faire. Il dit maintenant aujourd'hui nécessité de fusionner les classements, de fondre les frontières, de réunir les pages déjà découpées au format, de superposer les plans, d'unifier les amphis, d'empiler, de s'entendre, d'être du côté du disparate. Car le disparate a des vertus que la raison ne connaît pas. L'ordre est pratique et rapide, mais peut aussi emprisonner. C'est là que je revenais effectivement à cette... la checklist peut stériliser la découverte, ça on le sait aussi. L'air pénètre dans le désordre, le jeu permet l'invention. Et c'est là le mot mosaïque, kaléidoscope, marqueterie, pot pourri. C'est là que se nourrit l'intelligence et que ça permet d'être donc, avec la conclusion, le seul acte intelligent, authentique, c'est l'invention. Bon, il continue. Toutes les pages sont aussi riches. Donc je vous invite à, si vous n'avez pas assez d'argent, volez-le. Bon. Et il dit, surtout, Petite Poussette s'ennuie au travail. Et surtout, un mot, j'allais oublier de vous le dire, un mot génial de sa part, il parle, vous verrez donc à partir de quoi, de présomption d'incompétence. On parle de présomption d'innocence. Et je trouve ça formidable. C'est-à-dire que l'élève vient déjà avec ce handicap, il ne sait pas ce que l'autre sait.
alors que le message paradoxal, l'autre qui sait va interroger celui qui est déjà taxé d'incompétence. Bon, là, on est dans quelque chose... Et donc, pourquoi est-ce que les élèves ne disent pas plus? Mais maîtresse, vous le savez, pourquoi vous me posez la question? Donc, éloge, non pas de la voix du maître, mais éloge des voix humaines. Dans la pédagogie, ce serait mieux de bavarder que de parler. À l'hôpital, ce serait mieux de discuter que de pérorer. Dans les armées, ce serait mieux de parler que de commander. Et en politique, ce serait mieux de chahuter que de pratiquer la langue de bois. Donc la parole humaine bruit dans l'espace et par le temps. Donc, balançons les vieilles pédagogies qui nous réduisent dans cet élan qui nous permet d'être dans le désir d'apprendre. Parce que c'est très paradoxal, on apprend beaucoup de choses dans les études et puis après on arrive dans le milieu professionnel, on nous dit que ça ne servait à rien. Et que... C'est vrai. Mais je crois moins parce que c'est justement ça, c'est que moi je crois que ça pourrait servir si c'était pas vécu là. Si c'était vécu là, ça changerait tout. Parce que la curiosité ne serait pas morte sous le besoin d'accumuler. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un trop-plein de désir d'apprendre? Tant mieux. Voilà. N'en parlez pas trop, au risque qu'on vous morde. Il n'y a jamais trop. Parce que ça permet enfin de réaliser que la nuit, c'est pas fait pour dormir. C'est ça qui est bien. Et ça permet aussi de soudoyer quelques personnes. Bien sûr. De soudoyer quelques personnes pour qu'elles fassent des fiches de lecture. C'est ça qui est bien aussi. Aline, moi je me disais aussi que plus on est là-dedans, oui. et plus la frustration elle est grande, oui. vertigineuse, oui. parce qu'on a de plus en plus conscience. Merci, c'est vraiment une réponse à votre question. Oui. Oui. Du zéro limite. Bah, et après, c'est l'impossibilité de rentrer dans une bibliothèque. C'est trop, quoi. Ouais. Quand on va à la bibliothèque Mazarine. C'est la conscience de plus en plus accentuée de nos limites. Oui. Et donc c'est dur à accepter. Donc, limite, frustration, désir. Aussi, Ah oui. Ouais, puissance. Parce que si tu lis que des magazines, tu vas pas veiller, tu vas pas faire une nuit blanche pour lire le magazine. Oui, oui. Alors que... il y a des choses... Notamment la solitude Caravage. Oui. Où vous mettiez l'angoisse de... Oui, j'arrive. C'est Jean-Luc Aubert qui parle de l'angoisse. L'angoisse, oui. J'y arrive. Donc... Ça me fait penser à une petite histoire. Oui. Je peux raconter. Oui. C'est deux jeunes mères de famille. Et il y en a une qui est classique, française, et l'autre, son amie, elle vient de New York, et elle est juive, elle a un autre système d'éducation, et elle compare toutes les deux ce qui se passe quand leur enfant rentre chez elle. Et la française dit, moi je dis à mon fils, est-ce que tu as bien travaillé, que tu as eu des bonnes notes? Et la jeune femme juive dit, moi je dis à mon fils, quelle question as-tu posée à la maîtresse? J'ai adoré ça. Ça m'a... On disait bien qu'on devrait noter les élèves au nombre de questions qu'ils posent plutôt qu'au nombre de réponses qu'ils font. C'est évident. Et ça arrive très bien ça. En tant que parent, moi ça m'a transformé. Quand vous avez raconté cette histoire, ça me faisait vraiment penser à Delphine Orviller. Oui, mais ça voudrait dire cette forme d'intelligence dont elle parle dans le livre de Annick Jocojan. C'est ça. Ça sous-entend qu'un enfant qui manque de curiosité... Oui, c'est aussi une culture. Quelle est ta question jusqu'au bout. Parce que tu dis qu'il serait... C'est une culture, bien sûr. Il faudrait gratifier, si je peux dire, des enfants au nombre de questions qu'ils posent. Oui. Mais il y a deux choses, c'est est-ce que... Donc c'est ce que Boimard appelle entre deux. Entre le point, le tremplin où je suis et le lieu où je vais atterrir, il y a ce moment de grande tension. Et donc la sécurité aussi pour celui qui apprend à l'autre. Ça va se résoudre. Voilà, cette sécurité-là. Ouais, Et notamment la sécurité, merci. Regarde, c'est l'adulte qui est là, assure cette sécurité, mais pas la pression d'attendre le résultat.
C'est ça. Sécurité. Il accompagne un processus. Pédagogique. Il n'est pas là juste pour checker un résultat. Oui, oui. Hein, c'est ça. Et c'est important. Donc, ce sur quoi insiste Serge Boivard, mais je vous invite à lire, il parle de deux choses. Il y a les deux, ce qui s'oppose à l'élaboration qui permet l'apprentissage, c'est la nécessité, la croyance de l'illusion à la conformité, le soin apporté à la forme et à la présentation plutôt qu'au plaisir d'élaborer soi-même, la pression à imiter, la pression à répéter, et nous savons bien que les enfants supposés de surdoués en avance sont des enfants qui ne supportent pas de répéter. C'est un des premiers symptômes, on voit ça avec Jean-Charles Terrassier notamment, il a raison d'insister là-dessus. Et donc là, dans cette pression pour la conformité, on va appeler ce qu'on appelle le prêt à penser. Et quand même l'école est un peu de ce côté-là, c'est apprendre à penser comme les autres ont déjà pensé, qui est le contraire donc de la remise en question, de la recherche, de l'audace et tout ça. Et donc, peu ou prou, là, on va déjà avoir un début de ce qu'on appelait tout à l'heure l'inhibition de la pensée personnelle. L'autre poison par rapport à ce doute qui déstabilise mais qui permet l'élaboration, on va avoir la nécessité d'associations immédiates. J'ai déjà parlé de cette immédiateté, il faut que ça soit tout de suite. Et donc là, on va éviter l'angoisse ou la tension, mais on va surtout éviter le risque d'erreur, le tâtonnement, les essais, pour vite donner du sens, on peut vite avoir une réponse. C'est ce qu'on voit avec des lectures devinettes, les enfants qui n'attendent pas et qui inventent n'importe quoi. Aussi. On voit ça chez les enfants hyper matures aussi. Voilà. Donc, je redis bien que nous pouvons voir chez les enfants de l'agitation, de l'instabilité, de la léthargie qui peut aller jusqu'à dormir, tout ça. Et donc, c'est nous qui avons à voir que c'est ni débilité, ni manque de motivation, c'est stratégie pour maintenir le minimum d'équilibre psychique. Est-ce que vous l'entendez bien? Donc, ce qui est à l'origine de ce qu'on a vu dans le deuxième tableau, les enfants empêchés de penser, on va avoir un monde interne insuffisamment développé pour alimenter la capacité à réfléchir. Il n'y a pas assez de biscuits là pour aller de ce côté-là. Tous les biscuits de guerre sont concentrés autour de la nécessité de garder le minimum, de survivre en fait, comme on l'a dit tout à l'heure. Soit le monde est trop fragile parce qu'il est parasité, les inquiétudes de ce qui se passe pour papa, pour maman à la maison, donc il n'y a plus l'énergie disponible pour être dans l'apprentissage, donc monde fragilisé par les parasites, soit un monde trop pauvre avec un déficit de représentation, d'images, de mots pour dire tout ça. Quelqu'un à qui on n'aurait pas parlé, on en parle beaucoup. L'enfant sauvage, à la limite, qui n'a pas pu construire ce domaine-là pour lui. Et donc, ça c'est pour les enfants empêchés de penser, et quand on voyait la peur d'apprendre tout à l'heure, je dis bien, crainte, on l'a déjà vu, mais j'y reviens, crainte de voir réactiver des expériences traumatisantes dans les premiers apprentissages, avec humiliation, avec disqualification, avec sort jeté, avec jugement de valeur et tout ça. Donc, carence des premières expériences et liaison et association freinées ou inexistantes du fait de ce manque de disponibilité. Et donc, j'insiste, parce que je ne l'ai pas encore dit assez, manque d'interaction langagière. Et est-ce que vous voyez bien à quoi j'arrive à petits pas? Les interactions langagières... C'est l'attachement. Oui, mais l'attachement ici, sans écran. Oui, là, oui, on est juste à l'opposé du oui. besoin de l'enfant. Donc, plus il y a d'écran, moins il y a d'interaction langagière. Ces interactions langagières permettent d'accéder à ce désir d'apprendre. Donc on a, alors ça c'est une autre personne dont le nom est sur la biographie, Christelle Petit-Colin. Son livre commence par « Je pense trop », donc comment canaliser le mental envahissant. Et ce que j'aime bien dans son livre, c'est elle parle des cervelles qui bougonnent trop chez les hypersensibles, chez les encombrés mentaux, chez ceux qui parlent à haut débit,
les hyper-émotifs, réagissant pour un rien entre guillemets, ceux dont la curiosité est insatiable ou ultra-sélective, les hyperactifs, pluritaches ou monomaniaques, les autistes, les hyperempathiques, les personnes atteintes de syndrome d'Asperger, les hyperlucides, comme Sherlock Holmes, ceux qu'on appelle œil de lynx ou les persévérants, pour certains. Oui. Tout ça, donc, elle en parle et elle est dans l'accueil de toutes ces formes. Et c'est vrai que vous savez déjà que je prépare, j'ai bien un peu de temps, je languine là, un temps, enfin, une sorte de colloque pour évoquer ce que j'appelle les réseaux pensants. Et j'ai donc identifié 12 façons de penser autrement qu'en étant des normaux pensants. Hein, donc les enfants du 3e millénaire, les enfants actuels, les enfants cerveau droit, etc. Mais harcelez-moi pour que j'arrive à le créer ce temps-là. Ok. Est-ce que ça inclut tes fonds et tes femmes, tout ça? Oui, bien sûr, tes fonds, tes femmes. Oui, oui, oui. Tes femmes. Oui. Qu'est-ce que c'est Les enfants qui n'accrochent pas. Aliette, le syndrome d'Asperger, qu'est-ce que c'est? C'est celui que je t'invite à découvrir grâce à la grande librairie de mercredi dernier. Il y a ce Daniel Hamet qui en parle et c'est un syndrome qui est absolument révolutionnaire parce que jusqu'à présent c'était des gens qui restaient sur le bas de la route, au bord de la route, faute d'être accueillis dans leur forme, dans la façon d'être au monde différente. Et c'est passionnant, je suis née, il y a tous les livres de Daniel Hamet, je suis née un jour bleu, il a écrit plusieurs choses comme ça. C'est une façon d'être au monde qui nous trouble, nous, normaux pensants, normaux apprenants, et qui est vraiment cadeau pour nous découvrir le monde et découvrir les 1001 façons d'être au monde. Mais va voir, et puis vois les interviews de ce Daniel. Ah oui, c'est intéressant. Extraordinaire. Mais et tu en quand même d'autres. Mais c'est aussi une façon d'être au monde qui est en difficulté relationnelle, bien sûr, qui est dans la famille des autistes. Bien sûr, mais il y a, alors je ne sais plus le nom de cet homme qui a écrit des livres de 500 pages pour lesquels j'ai fait des fiches de lecture pour ma fille qui sont autistes, mais qui est sur effectivement l'autisme. Si vous me demandez, je peux vous envoyer le titre, c'est vraiment un livre extraordinaire sur l'autisme qui déconstruit un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et c'est bien plus intéressant, bien plus. Parce qu'il y a, enfin c'est comme, il dit bien qu'il s'appelle Henri Faux, quelque chose comme ça. Oui. Beauchot ? Non, c'est un autre. Il dit que l'enfant autiste, enfin l'enfant ou l'adulte autiste, il est dans un message paradoxal, soit il va sortir de sa sauvagerie et il va plaire aux autres, donc il va être dans la dépendance aux autres, soit il va continuer à être enfant sauvage et va être aussi dans la dépendance. Donc de toute façon, quoi qu'il fasse, il est encore plus que l'enfant normopathe dans un double message. C'est très très intéressant. Donc voilà, je vous envoie à Christelle Petit-Colin qui dit donc comment vivre sa surefficience en société, apprivoiser la solitude, surtout pour le rêveur éveillé, gérer les critiques, soigner la blessure du rejet, etc., etc. Il y a autre chose que je voulais dire avant l'heure. Où elle fait des erreurs, elle confond burn-out avec hyperactivité, ça j'achète pas. Voilà. Et donc, ce mal-aimé de moi, ce Jean-Luc Aubert, qui a écrit chez Albin Michel, intelligent mais peut mieux faire, c'est lui qui parle de l'angoisse, hein, c'est votre vie, et qui parle de ces enfants qui résistent un peu à l'image des enfants, des filles anorexiques qui vont résister au risque de leur vie, mais aussi de ceux qui résistent, c'est plus facile à voir, surtout parce que ça commence très tôt dans l'histoire des enfants, ceux qui résistent au sommeil. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le parent, la grand-mère, quelquefois le il dort, maintenant il dort, et donc l'enfant sent que le pouvoir, effectivement, extraordinaire qu'il va pouvoir faire, c'est lutter, je dors pas, j'ai tellement envie de dormir, mais je vois que j'ai du pouvoir, évidemment, sur ces adultes qui vont rester dans ma chambre jusqu'à ce que je n'en puisse plus, et qu'à ce moment-là, ils vont aller voir une émission des Bill, une série que je verrai toxique, voilà, que je verrai quand je serai grand. Voilà. Donc, la résistance passive, la résistance active, s'opposer, agresser. Et voilà, et il y a juste une autre chose, je pense que je voulais dire aussi avant de voir la liberté.
Oui, bon, soulignez bien dans vos notes, puisque vous en prenez, la présomption d'incompétence. Je trouve ça tellement extraordinaire. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Et syndrome d'imposture aussi, non? Oui, bien sûr, syndrome d'imposture. Oui, syndrome d'imposture, merci. Je ne l'avais pas introduit dans mon puzzle là. Mais merci beaucoup. Très juste. C'est bien une belle prison là. Hein. C'est-à-dire que je sais, mais j'assume pas de savoir. Est-ce que c'est ça? Mais pour moi, ils vont se rendre compte que c'est. Oui, c'est un peu que je sais pas. Ouais, exactement. Je sais. Et donc je passe beaucoup d'énergie à continuer à donner le change, à faire semblant. Mais c'est à voir avec la légitimité. Prenez l'autre exemple qui est celui de ces jeunes, moi jeunes, je ne sais pas pourquoi je reviens à l'âge, qui vont passer une créativité, une intelligence et du temps pour tricher, au lieu juste d'apprendre ce qu'on va leur demander. Hein, c'est ça. On est encore dans ce même scénario. Et le syndrome de l'imposteur, on peut l'avoir même si on a les connaissances en fait. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un jeu avec les autres. Hein? Sur un jeu. Surtout si tu les as. Pour moi, si tu les as, si je regarde un peu entre le normo-apprenant et l'empêcher de penser. On joue oui, sur des exact, c'est très juste, Alice, oui. Ouais, oui, c'est très bien fait. Donc, vous savez que... Vous faites bien distinction, il faut que je remette ma petite vidéo là-dessus, entre frustration et privation. Ben, vous allez dire oui, maman, bien sûr. Depuis que tu nous dis, maman, je ne peux pas l'avoir oublié. Alors, y a-t-il une ultime question que vous auriez gardée de part de vers vous, sans oser la poser? On ne s'est pas vraiment arrêté sur le mot de curiosité en tant que tel. J'ai pleuré un peu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre que curiosité, mouvement, gourmandise, désir? C'est ce dont nous parlons depuis 20h01. C'est quelque chose qui est tout le temps là, comme le désir, comme l'enthousiasme, Dieu en moi. C'est-à-dire, la curiosité, c'est quand même ce qui est la meilleure façon d'être relié au monde qui m'entoure. Au lieu d'être dans la pensée unique, au lieu d'être dans le prêt à penser, au lieu d'être dans le discours ventriloque, avec toutes ces choses que nous dénonçons conférence après conférence. C'est avoir un œil neuf, c'est voir... et en fait, c'est ce que je disais, je crois que c'était hier, je sais plus sûr, que la meilleure garantie pour un couple, à part des choses que vous avez apprises dans l'héritage culturel, ce sujet auquel je ne crois plus, la seule garantie, c'est la curiosité pour l'autre. Savoir qu'au bout de toutes ces années, je vais encore sentir que je ne sais pas et que j'ai envie de savoir, parce que je ne sache pas, donc ça c'est normal. Bon. Surtout si nous sommes dans un couple hétérosexuel. Que là, évidemment, il y a des choses qui vont nous échapper pour toujours. Mais la seule chose qui maintienne un couple, c'est ça, c'est que j'ai encore de la curiosité pour l'autre. Tu m'entends? Et que ça, c'est ce qui va entretenir le feu, pas seulement avec l'autre, mais dans la vie. J'ai encore envie de savoir ce qui se passe. Et c'est ce dont je me réjouis pour ma chère maman qui ne va pas trop bien, c'est qu'elle est encore en train d'écouter les émissions, de poser des questions, de me dire écoute ci et écoute ça, parce qu'elle est encore reliée. C'est la page 127 du livre de celui qui a écrit Dernier avis à la fin, Xavier Emmanueli, quand il dit bien être en bonne santé, c'est être relié. Être en bonne santé, c'est pas avoir un bon check-up, c'est être encore curieux des autres, de la politique peut-être, de la collapsologie aujourd'hui, etc. C'est ça la bonne santé. Et donc oui, ça me permet de donner le mot de la fin, la santé grâce à la curiosité tout le temps vivante. Merci de votre attention. Vous savez que vous ne sortez de cette pièce qu'à une condition. Un mot. Merci Pierre. Curiosité. Oh non, ça, si c'est pas de la paresse. Moi, je l'ai souligné tout de suite quand vous l'avez dit, qui m'a vraiment, c'est un choc, c'est être relié. Ah oui. C'est Et ça éclaire. C'est ce que je voulais dire.